bonjour. Alors, je m'appelle Andrea Lavigne et voici ma collègue Anne Wagner. On vient de l'UQAM. Aujourd'hui, on va vous présenter une petite capsule pour vous donner des trucs pour réussir l'interaction avec des enfants qui ont une déficience intellectuelle et ou un trouble envahissant du développement. Donc, je te laisse la parole, Anne, pour commencer. Alors tout d'abord, l'enfant qui a un trouble envahissant du développement, il se reconnaît dès son très jeune âge par des spécificités dans l'interaction. C'est-à-dire qu'on va le reconnaître par un regard très peu appuyé, un enfant qui parfois ne répond pas à son prénom, ou bien il développe un langage qu'on pourrait dire rigide, un petit peu stéréotypé. C'est les enfants qui peuvent, par exemple, réciter un discours qu'elles auraient appris par cœur, et sans faire de lien explicite avec la situation en cours. Donc ça paraît rigide et figé. Quand on regarde l'enfant qui a une déficience intellectuelle, lui au contraire a aussi des spécificités dans l'interaction, mais au contraire, elles prennent plus la forme d'un retard. Alors, on sait que le langage nous permet de communiquer un message d'une personne A à une personne B. Mais on sait que dans la vie, ça ne se résume pas à la transmission de messages linéaires comme ça. Dans le fond, quand on communique un message, on est toujours dans l'interaction avec quelqu'un, au contact de quelqu'un. Puis il y a tout un contexte autour de ça. Il y a un lieu, il y a un moment, on est 1, 2, 3, 4 ou plus personnes dans l'interaction. Donc, le langage, la communication et l'interaction sont vraiment imbriqués les uns dans les autres et on ne peut pas les dissocier. Se pose alors la question du soutien de l'interaction pour les enfants qui ont des problèmes interactionnels et de langage, comme les enfants qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement. Comment est-ce qu'on peut les aider à interagir pour aller au-delà du couple question-réponse, question-réponse? Donc, c'est ce qu'on va essayer de vous montrer en parlant de l'étayage. L'étayage, justement, c'est quelque chose que les parents, les enseignants, les personnes qui interagissent beaucoup avec les enfants autistes, par exemple, peuvent pratiquer. Alors, il y a 3 types d'étayage. Il y a tout d'abord l'étayage langagier, qui est très fréquent avec l'enfant tout venant, c'est-à-dire, par exemple, les parents vont reformuler, poser des questions, préciser pour mieux comprendre le message de l'enfant, mais aussi l'enrichir par du langage. Une autre forme d'étayage, c'est celle qui est plutôt matérielle, c'est-à-dire on peut rajouter une petite image, un petit picto, ou bien pointer un élément, un indice important qui nous permet de comprendre ce qui se passe dans l'interaction. Une troisième forme d'étayage, c'est plutôt physique, c'est-à-dire qu'on va guider l'enfant physiquement dans l'espace pour aller d'un endroit à un autre, ou bien montrer sur lui-même différents aspects dans l'interaction. On se demande souvent où et quand utiliser l'étayage. Un des concepts intéressants pour ça, c'est la zone proximale de développement. Il s'agit d'une zone d'activité que l'enfant n'arrive pas à réussir tout seul, mais il y parvient avec un petit peu d'aide de l'adulte. Donc, il s'agit pour l'enfant, avec l'aide de l'adulte, de faire petit pas par petit pas. Donc, l'adulte doit bien doser ses interventions pour ne pas surétayer, donner trop d'informations, répondre trop vite, ou sous-étayer, c'est-à-dire pas assez aider l'enfant, le laisser tout seul, ce qui fait que l'enfant pourrait vivre des frustrations et se désengager de son activité. Puis quand on parle d'activité, on parle d'une activité qu'on peut faire physiquement, mais aussi d'une conversation qu'on peut avoir. Ça peut être considéré comme une activité aussi. Alors pour situer cette zone proximale de développement, il y a un petit truc qui peut aider, c'est le couple des 3, c'est observer, attendre et puis écouter. C'est-à-dire que d'abord on va observer ce que l'enfant est capable de faire tout seul, sans l'aide de l'adulte. On va attendre, compter jusqu'à 3, 4, 5 dans sa tête, surtout avec les enfants autistes qui parfois prennent des délais, regardent ailleurs, on a l'impression qu'ils sont désengagés. Peut-être qu'ils sont en train de chercher une réponse, leur donner la chance de répondre. Et puis écouter jusqu'à la fin ce que l'enfant va produire comme réponse. Peut-être un geste, peut-être un son, pour situer cette zone, à partir de où est-ce que moi je peux apporter de l'aide pour l'amener vers un apprentissage. En conclusion, on pourrait dire qu'une interaction est réussie quand elle est maintenue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interruption entre l'adulte et l'enfant dès que l'enfant réussit quelque chose ou répond à une question. On vise à maintenir avec les enfants qui ont un trouble envahissant ou une déficience intellectuelle, au même titre qu'on maintiendrait avec des enfants normaux, des enfants qui n'ont pas ces problématiques-là. Donc, on encourage les intervenants et les parents à chercher à maintenir puis à appuyer les 3 types d'étayage dont on a parlé, en souhaitant que les interactions s'amélioreront et donneront la chance aux enfants de s'améliorer dans l'interaction. Merci beaucoup.